Merci à tous d'être là aujourd'hui. On accueille Loïc Perron pour ce webinaire, qui est directeur du Customer Success chez Validity. Bonjour Loïc. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Pour présenter rapidement Validity, mais tu pourras peut-être compléter, vous êtes spécialisé dans la gestion des données et l'amélioration des performances email depuis plus de 20 ans. On vous connaissait avant sur le nom de Return Pass et vous travaillez essentiellement avec des entreprises du e-commerce et du retail. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment bien collecter ces emails et plus globalement, comment bien collecter ces data first party depuis son site web. Exactement. Je te laisse la main. Tu as tout dit. Alors, rebonjour à tous. Je vais partager avec vous quelques benches, quelques bonnes pratiques qu'on peut constater sur la collecte d'emails et de data. Et on va répondre à 3 questions. Alors, je vais segmenter comme ça. Donc, quelles sont les données qu'on peut collecter sur un site web? Comment segmenter justement ces données? Comment inciter à l'inscription? Et enfin, quelques rappels sur des bonnes pratiques, mais vous ne serez pas forcément surpris par certaines. Voilà, je garde un peu de suspense. Alors, la première question, quelles données collecter? J'ai rajouté en respectant les règles. La petite illustration, c'était un documentaire sur le fameux scandale Cambridge Analytica de Facebook. Vous savez, cette fameuse fuite de données qui avait fait tant parler d'elle pour des destinations politiques. Donc, c'est vrai que collecter de la donnée, c'est bien les gérer aussi, c'est un autre sujet. Mais on va s'atteler tout de suite à plutôt regarder quelles sont les données qu'on peut collecter, quelle granularité finalement on peut mettre dans la collecte de données. Alors, slide suivant, voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir élaborer une collecte, on l'a appelée sur mesure, 4 catégories. C'est vrai que par défaut, catégorie A, on peut aller au plus simple. Je demande juste un email, ça suffit. Je m'inscris à la newsletter et ainsi de suite. Si on veut aller un peu plus loin, on peut creuser sur les données personnelles. Donc, quelques exemples, là aussi, pas de surprise. Nom, prénom. On va venir sur celles qui sont les plus traditionnelles après l'email. Hein. Nom, prénom, un code postal peut-être avant une adresse, une ville, éventuellement date de naissance, composition de foyer, des petites choses comme ça. Composition de foyer, c'est un peu plus rare, mais bon, c'est quand même des choses qui peuvent être demandées, surtout sur certains types d'activités. Ensuite, catégorie C, c'est très formel mon truc. J'ai mis préférence commerciale. C'est vrai que certains annonceurs vont demander le canal de communication préféré, parce qu'on peut s'inscrire à une newsletter, mais aussi on peut demander à recevoir du push, on peut avoir envie d'avoir plus de contacts sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. On peut demander en termes de préférence commerciale quel est le magasin préféré. Donc, c'est vrai que toutes les enseignes qui ont des réseaux de distribution sont intéressées par cette donnée. Toutes ne le demandent pas, mais on verra un peu plus tard que certaines le demandent, voire l'exigent. L'appétence produit, est-ce que je suis intéressé par telle ligne de produit ou autre? Alors, vous verrez quelques exemples après, mais bon, je ne rentre pas trop dans le détail. L'inscription traditionnelle au programme de fidélité, est-ce que c'est une préférence commerciale? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un engagement commercial. Donc, voilà, on l'a mis dans cette catégorie. Et après, d'autres stratégies, on y reviendra. Est-ce que j'incite à m'inscrire pour tout de suite rediriger vers du magasin, faire du drive to store, la redirection vers une app? On vous montrera ça plus tard dans un autre exemple. Voilà, donc voilà tout ce qu'on peut collecter. Quelques exemples. Alors, j'espère que vous voyez bien de votre côté. On a essayé de faire un petit panorama de marques et de secteurs d'activité un peu différents. Il n'y en a qu'une seule qu'on a citée 2 fois, mais parce qu'ils font des choses vraiment assez intéressantes. Donc, sur Atoll, sur votre partie gauche, donc un formulaire traditionnel d'inscription à la newsletter avec le consentement qui est inscrit juste en dessous. On y reviendra un peu plus tard sur la notion du consentement, qui est quand même assez importante. Après une inscription de newsletter Darty, voilà, le niveau complémentaire, tout à fait standard. Alors, standard, pas que, parce qu'il y a de la civilité, vous voyez, civilité, nom, prénom, date de naissance, on va un peu plus loin, je suis un peu loin, du coup, je ne vois pas, voilà, date de naissance, le téléphone n'est pas obligatoire, votre magasin préféré, ensuite des informations sur l'acceptation de la communication. Je crois que c'était une question sur le SMS. Est-ce qu'on est ouvert au multicanal? Donc ça correspond à ma catégorie A et B. Non, c'est bon, j'en ai pas loupé.
la petite mention que j'avais mis Drive to App, c'était, je l'ai intitulé comme ça. Voilà, sur le site Promode. Alors, il y a un bandeau que vous apercevez en violet qui incite à s'inscrire sur l'espace Promode. Mais pour autant, donc ça, on n'avait pas vu les premières fois, on avait fait des tests sur ce site. Par contre, il y a dans le menu, vous l'avez surligné en jaune, moins 15% si vous connectez à l'app. Donc là, on va favoriser la collecte de données via l'app. Donc, vous allez télécharger l'application, vous avez les moins 15%, et du coup, la récupération de la donnée, la récupération des informations clients, on le fait via l'app. C'est assez atypique, on ne l'a pas vu à beaucoup d'endroits. Pour l'instant, on l'a vu que chez Promode. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à le signaler si vous avez vu d'autres marques. Ensuite, sur la catégorie que j'avais mis préférence commerciale, un petit aperçu de l'enregistrement de l'inscription chez Leroy Merlin, où après ces informations traditionnelles que sont l'adresse, vous avez quand même sur la partie en bas de votre écran le magasin qui est une donnée obligatoire. Donc, vous voyez juste au-dessus du bouton vert, on a fait Limoges, j'habite à Limoges, et ben, je cherche le magasin à Limoges, mais je ne peux pas poursuivre cette étape qui se déroule en quatre écrans, mon étape d'inscription, si je ne passe pas par ça. Alors, j'ai passé une des 4 étapes qui était juste une incitation à s'inscrire à un service additionnel. La suivante, voilà, c'est pour créer un compte, c'est des informations de segmentation. Vous voyez là, est-ce que je suis propriétaire, locataire? J'ai une maison, j'ai un appartement. Avez-vous un jardin? Oui, non, voilà, je l'avais oublié celui-là. Donc, des informations de segmentation qui sont dans le process d'inscription, qui vont évidemment bien servir à la marque et qui restent nécessaires. Si passer cette page, c'est possible de les passer. Et évidemment, à la fin, la gestion des consentements des différents canaux, quelque chose sur lequel on reviendra, j'ai dit, un peu plus tard. Donc voilà, on est sur une collecte assez riche, assez fournie, mais ce qui se constate sur la plupart des inscriptions des espaces personnels, ou quand on s'inscrit soit un programme de feed, soit un espace client. Autre exemple, sur le type de données, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, le point de vente. On a vu avec Leroy Merlin, le point de vente, c'est une donnée qui quelquefois est nécessaire, enfin est obligatoire dans la collecte d'informations. C'est aussi un levier pour la collecte. Donc là, si on est chez Jean-Louis David, un domaine que je connais très bien, la prise de rendez-vous, vous voyez, elle ressort fortement sur le site, hein, avec ces petits encarts rouges. Et on va être sur tout un process de collecte de données avec, d'abord de prise de rendez-vous, mais in fine aussi, s'il y a une petite partie collecte de données, même si ce n'est pas l'objet premier, on va sélectionner son salon de coiffure, on va définir sa zone géographique, sélectionner son salon, sélectionner la personne qu'on souhaite voir coiffer, le créneau, pour aboutir à cette collecte assez limitée finalement, nom, prénom, téléphone. Alors bizarrement, là, on se passe de l'email. C'est un exemple pour vous montrer que si l'objet reste la prise de rendez-vous, eh bien, dans la base de données, on a quand même des informations qui vont être utiles pour la suite. Alors ça, c'est un de nos exemples favoris. Ils ne sont pas les seuls à le faire, mais c'est un exemple qu'on cite assez souvent. Donc, chez Adidas, on s'inscrit assez facilement avec, vous voyez, trois informations qui sont collectées. L'email, la création d'un mot de passe pour un espace personnel, et évidemment les mentions opt-in, est-ce que j'autorise la marque à me contacter, ainsi de suite. Donc, je crois que vous l'apercevez j'aurais dû faire la capture écran un peu plus grande, mais tes avantages Adiclub t'attendent. Voilà, donc il y a toute une promesse qui est mise en avant. Je donne mon adresse email, je vais donner 2 petites informations et je suis enregistré. Impeccable. Adidas fonctionne plus sur le mode de fonctionnement d'un programme de feed, donc on va accumuler des points en fonction de ses achats, en fonction de son comportement, et il y a une incitation justement à l'enrichissement du profil personnel, puisque pour ceux qui ont un bon écran, vous allez pouvoir voir l'encart numéro 2. Si je donne je vais le lire, hein, ça va être mieux, passe au niveau supérieur et déverrouille des récompenses. Donc, en donnant ma date de naissance, en complétant mon profil, ma date de naissance, mon nom, mon prénom, je vais gagner 100 points dans mon profil Adidas.
Ça, c'est assez intéressant parce que, voilà, on y reviendra aussi tout à l'heure. On n'exige pas de données obligatoires. On laisse la faculté à chacun de décider ce qu'il veut donner ou pas. Il y a une incitation pour le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, au bout du compte, on peut imaginer qu'Adidas arrive à avoir des profils assez riches. Alors, pour conclure, j'ai mis cette question, finalement, quelles sont les données obligatoires? Quelles sont les données qu'on doit considérer obligatoires sur un formulaire? Pas de réponse lapidaire en la matière, en fonction du secteur d'activité, en fonction de vos besoins. À vous de définir justement cette limite. Évidemment que Jean-Louis David aura besoin de la localisation, aura besoin d'un certain nombre de choses pour une prise de rendez-vous. Avez-vous réellement besoin de la date de naissance de la personne dès le début? Voilà, c'est ce type de questions qu'il faut se poser. Évidemment, on veut un email, on veut potentiellement un nom, un prénom pour pouvoir échanger avec la personne. La civilité, on peut la retrouver éventuellement à travers le prénom, on n'est pas obligé forcément de l'avoir. Donc ça, c'est des informations basiques qui peuvent être utiles. L'adresse postale, peut-être pas nécessaire dès le début. Le code postal, oui, pour dédoublonner, on y reviendra aussi. Comment rapprocher les gens qu'on a déjà en base. Donc voilà, la bonne question à se poser sur la définition de quelles sont les données à collecter, c'est de savoir qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qu'on va demander en termes de données obligatoires. Et évidemment, l'idée, c'est de ne pas dégoûter les personnes, puisque c'est vrai que si on me demande ma date de naissance, la composition de ma famille et mes hobbies, etc., je vais être moins enclin à donner de l'information à la marque qui m'en demande. Transition, du coup, avec la partie suivante, c'est quels sont les leviers justement pour inciter à l'inscription. La première chose, bien sûr, une étude qu'on avait faite en 2021, on avait analysé environ 70 sites e-commerce, les plus gros sites e-commerce européens sur 5 pays. On avait regardé déjà où est-ce qu'on met le lien d'inscription, alors que ce soit sur un espace personnel, que ce soit pour un lien d'inscription à une newsletter. Mais évidemment, l'important, c'est qu'il soit déjà visible. Vous voyez qu'une grande majorité, encore une fois, c'était une étude européenne, proposait un espace personnel en haut à droite à 45%. Mais là encore, des gros e-commerçants, des marques avec une notoriété importante, c'est sûr qu'on va être plus enclin à créer un espace personnel que la petite marque du coin qu'on ne connaît pas. On va peut-être d'abord commencer par une newsletter avant de créer son espace personnel et ses informations et donner toutes ces informations détaillées. Vous voyez que le côté pied de page perdure. C'est peut-être pas le meilleur moyen, en tout cas pour générer de la newsletter, de le mettre planqué au fin fond d'un pied de page avec un scroll de 2 minutes. Et le pop-up, de façon surprenante aussi, peut utiliser. Donc, nous, on le voit peut-être plus en France que dans d'autres pays, mais c'est vrai que le pop-up, c'est quand même un bon moyen pour dire, tiens, inscrivez-vous à la newsletter, obtenez certains avantages. Donc voilà, réflexion déjà sur où est-ce qu'on place. On va revenir sur quelques exemples. Voilà, un pop-up. Alors, je crois que j'ai mis body, pop-up. Il y a un exemple body, un exemple pop-up. Donc, un pop-up Deliveroo intéressant puisque voilà, on rappelle encore une fois la promesse. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de donner mon adresse email pour une newsletter ou de donner mon nom, mon prénom, et ainsi de suite. Donc, ça très explicite. Chez Darty, c'est juste un exemple d'insert qui était au milieu d'une homepage. C'est-à-dire que le petit bandeau inscription newsletter, vous le voyez au milieu et non pas à la fin du scroll. Chez Mano Mano, c'est ceinture et bretelles, puisqu'on fait pop-up et pied de page. Alors, le pied de page, il est encore une fois footer en bon français. L'inscription en bas de page, elle est quasiment tout le temps là, au cas où les personnes cherchent, ils savent qu'ils peuvent naturellement retomber à cet endroit. Voilà, le pop-up est un petit plus. En plus, il y avait une formule un peu humoristique, je crois, que j'arrive plus à lire là, mais bon, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Avant de revenir sur la question suivante, qui est peut-être une de celles du cœur du débat, c'est qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on propose. Voilà, moi je vais y venir de suite, finalement. Voilà, c'est que
S'inscrire, c'est sympa, surtout, comme je disais tout à l'heure, si tu as une grosse notoriété en termes de marque, évidemment qu'on veut s'inscrire, on veut avoir toutes les infos d'une super marque qui est cotée. Pour autant, la plupart, la grande majorité, voire la quasi-intégralité, il faut quand même des dispositifs de relais, d'incitation. Donc, soit des bons de réduction, vous avez des exemples, là, 5 € chez Verbaudet. On est toujours sur des montants de 5 ou 10 € dans la plupart des annonceurs qu'on a pu étudier, ou sinon, on va être sur du pourcentage, du 10 ou du 20%. Voilà, avec des exemples de CA et de Jennifer. Ah oui, alors si, sur Jennifer aussi, on avait... Oui, il y avait en parallèle, vous le voyez, je crois, l'écran push. Est-ce que je veux recevoir via le navigateur des informations? Donc, à la fois, on m'incite à donner mon adresse email et en même temps à recevoir les notifications directement sur le navigateur. Bon, ils ne sont pas les seuls à faire ça, mais voilà, c'est un des exemples. Alors là, on a pu en parler récemment avec les gens du secteur. Quand on mixe les deux, la localisation et la promotion, on revient dans le secteur du tourisme. Le tourisme est une bonne illustration parce que Kyriad, vous voyez, du groupe de Louvre-Hôtel, du groupe Louvre-Hôtel le fait, mais c'est aussi le cas d'Accor. Et ben là, on ne peut pas louper le moins 10%. Parce qu'il est quand même bien placé. Alors, je l'ai surligné en jaune, hein, je précise, évidemment, vous vous en doutez, mais bon, vous voyez bien que derrière, il y a du bleu, il y a du rouge, donc on ne peut pas louper cette mention-là. C'est identique sur le site Accor, un peu moins explicite peut-être, mais c'est moins 5%. Donc, évidemment qu'on va vouloir s'inscrire pour avoir les tarifs les plus préférentiels tout de suite. Et donc là, voilà, on ne peut pas louper le message et on est quand même fortement incité à le faire. J'imagine que ça marche très bien. On demandera, je ne sais pas s'il y a des gens du groupe Louvre-Hôtel ou des professionnels de l'hôtellerie en ligne, mais bon, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. 2 derniers exemples sur quel dispositif pour inciter à l'inscription. Alors Max Havelaar, Fairtrade, je crois qu'il l'appelle comme ça maintenant. Évidemment, c'est dans le cœur de dans le credo, on va dire, de la marque, d'être transparent, d'être ainsi de suite. Mais et ça sont peu de marques à le faire, de dire, je vais vous montrer ce à quoi vous allez vous exposer. Donc là, vous voyez, cette fois, on l'a surligné en rose, puisque eux étaient déjà surlignés en jaune. Vous voyez, il y avait une segmentation, je suis particulier, je suis professionnel. Ça, c'est eux qui l'ont fait. En rose, je peux accéder donc aux anciennes newsletters. Je vais regarder le contenu. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça m'intéresse? Et ensuite, je peux décider de m'inscrire ou pas. Ensuite, vous voyez, il y a 3 questions. Quelle est la fréquence d'envoi de mes emails? Pourrais-je me désinscrire facilement? Qu'est-ce que fait la marque pour le respect de la vie privée? Donc ça, c'est une très bonne pratique. Ça ne mange pas de pain, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'on l'a vu, j'ai oublié un autre annonceur qui était plus commercial cette fois, de dire, tiens, si vous voulez regarder à quoi ressemble ma dernière newsletter, ce que vous pouvez recevoir si vous vous inscrivez, c'est quand même facile à mettre à disposition. C'est bien à faire quand vous avez la possibilité. Et dernier aspect, même si je m'éloigne un peu du sujet, là aussi, c'est un exemple qu'on aime bien citer, le centre de préférence, je m'inscris, mais peut-être que demain, moi, mon besoin aura évolué. Est-ce que je suis sûr que la marque va respecter, va suivre mon besoin? J'aime citer aussi l'exemple dans le secteur du tourisme. Si je me suis inscrit sur un site pour réserver mes vacances d'hiver, une fois que c'est fait, finalement, ce que je vais recevoir, ce sera peut-être des promos sur l'été. Donc, il faut que je puisse réadapter mes souhaits, adapter mes désirs en termes de réception de messages et que la marque puisse prendre en compte ce que j'ai envie de recevoir. Voilà pour le centre de préférence. Je suis dans les temps, impeccable. Et en dernière catégorie, donc on a essayé de synthétiser quelques petits rappels, à la fois sur l'hygiène de base de données, sur les contraintes RGPD, ou l'encadrement, ce n'est pas forcément que des contraintes RGPD. Pour commencer, on l'a évoqué tout à l'heure, j'allais dire j'y reviendrai, ne pas oublier qu'il faut un consentement quand on s'inscrit pour une newsletter ou pour recevoir un certain nombre de choses, il faut quand même valider son consentement.
un exemple là, de mention sur la gauche de chez Electrodépôt où la mention est inscrite juste en dessous de l'email. Il n'y a pas de case à cocher. Un autre exemple chez Carrefour qu'on avait capté pendant le Covid. Alors, ça, c'était assez adroit de leur part en disant, voilà, si vous acceptez de recevoir les emails, on vous tiendra au courant des mesures Covid qu'on a mis en place dans les magasins et ainsi de suite. Donc, si vous voulez suivre toutes les actualités ou toutes les choses qui ont été mises en œuvre par la marque, bah, c'est mieux de rester inscrit. Donc, en rappel, pas d'opt-in par défaut. J'ai trouvé une marque qui le fait encore. Une marque internationale dont le siège est potentiellement, je crois, en Espagne. Pour autant, ils sont censés respecter le RGPD. Alors, est-ce que c'est une directive mondiale? En tout cas, voilà, sur ce site d'une marque assez connue en France, c'est opt-in par défaut. Donc, voilà, il ne faut pas faire ça. Assurer une traçabilité des données. Le RGPD aussi vous donne le droit, vous permet de pouvoir être désinscrit, de pouvoir avoir accès à la donnée, ainsi de suite. Donc, il faut qu'en tant que marque, on soit prêt, une fois, si on collecte de la donnée, qu'on soit prêt aussi à savoir la gérer, à savoir retirer, amender un certain nombre de choses. L'autre point de vigilance sur le RGPD, là c'est un petit rencard de la CNIL récent, une condamnation. Voilà, rester vigilant sur la conservation des données. On l'a vu, petit retour d'expérience pendant le Covid, quand peut-être que certaines personnes qui sont en ligne l'ont vécu aussi. Les personnes qui se sont dit, tiens, je vais essayer de réactiver des gens que j'ai dans ma base depuis 15 ans, et je vais écrire à tout ce monde-là, où je vais profiter de tout ce que j'ai comme données pour passer cette période difficile. Non, ce n'est pas non plus une bonne pratique. Voilà, la CNIL définit quand même, enfin la CNIL, le RGPD définit quand même un certain nombre de règles de conservation, un certain nombre de règles. Je me reprends en termes de durée de conservation des données pour des données prospects aux clients. Donc, vigilance. On ne collecte pas du volume ad vitam aeternam. Alors, une fois qu'on a ce contexte légal réglementaire en tête, ce qui est bien aussi, c'est de collecter proprement la donnée. Alors, je sais qu'Optique 2000 a changé, je crois, son site, mais c'est une capture qu'on avait fait l'année dernière. Un bon exemple d'une marque qui va normaliser la collecte d'informations. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont une très bonne vue, dans l'exemple sur la partie gauche, je suis en train de saisir l'adresse cobaye@free quelque chose. Et donc, automatiquement, je vais avoir de la suggestion de domaine. Est-ce que c'est cobaye, @freesurf, @freenet, @free, ceci. Voilà. La constitution de l'email est proposée. Donc, fini les hotmail, les orage.fr, les génial.com. Donc, c'est vrai que c'est des choses que l'on voit, qui traitent avec beaucoup de retailers et d'e-commerçants. On voit beaucoup d'erreurs de saisie. Ce n'est pas évident en magasin ou en collecte manuelle, mais par contre, en ligne, on peut quand même essayer de redresser les choses, donc avec des dispositifs qui permettent de contrôler l'adresse email à la saisie ou a posteriori pour s'assurer qu'elle soit bonne. Idem sur la normalisation postale. Voilà, les adresses fictives ou mal saisies, c'est que les référentiels postaux sont à disposition. Donc là, pareil, vous avez un exemple. Je tape mon code postal et j'ai évidemment le nom de la ville qui arrive derrière. Donc, tout est normalisé, standardisé. C'est impeccable pour s'assurer une bonne collecte et du coup des bonnes communications par la suite. Donc, les jumeaux, voilà, un petit point sur les jumeaux. Collecter de la donnée, c'est bien, mais potentiellement, on en a déjà en magasin, en façon de parler, ou en base de données. Donc, comment on va rapprocher la personne qui s'est inscrite à une newsletter ou qui a créé son espace personnel sur un site web, alors qu'on le connaissait par ailleurs déjà en magasin physique. Donc, si on prend l'exemple de ce monsieur fictif, Jean-Marc Legrand-Pontet, voilà, on peut imaginer que vous le connaissez dans votre magasin sous la première appellation au milieu, monsieur Jean-Marc Legrand-Pontet, 145 bis rue Paul Doumer, Limoges CEDEX, voilà, une adresse free.fr. Et cette même personne, subitement, un jour, va se dire, tiens, super, ils ont un nouveau site web, ils ont des super promos, je vais m'inscrire. Donc, Jean-Marc devient JM, le Grand Pontet, peut-être non composé, devient Pontet. Bon, je vous passe les détails. Vous voyez, donc rue Doumer, Limoges. L'adresse email a changé et en plus, il y a une erreur à la saisie. Il ne faut pas oublier qu'une étude
de la DMA ou de la SNCT il y a quelques années disait que voilà, en moyenne, on avait 2,1, je crois, adresses email par personne. Pour certaines typologies de clientèle, c'est plus. Donc voilà, les personnes peuvent changer, donc il faut les rapprocher. Donc voilà, un des enjeux à la collecte, définir des clés de matching, parce que voilà, pas la peine de collecter quelqu'un que vous avez déjà en base, il va falloir le rapprocher. Et donc là, vous voyez, on pourrait se dire que Pontet, Limoges, Doumer, on a un moyen, en mettant des process d'hygiène de données, de rapprocher ces deux personnes pour n'en faire qu'une et du coup avoir une meilleure vision 360 de la clientèle. Allez, on arrive à la conclusion. Je suis toujours dans le temps. Ça va. Un autre hors sujet, j'en ai fait un premier, parce que là, on parlait de la collecte, mais je parle juste 2 secondes de l'après-collecte. Collecter, c'est bien, mais il faut rassurer. On a évoqué l'idée qu'il faut une promesse marketing pour dire voilà, pourquoi moi, en tant qu'individu, j'ai intérêt à créer mon espace personnel, à donner ma date de naissance et ainsi de suite. Donc ça, on l'explique au moment de la collecte. Mais une fois que c'est collecté, est-ce que l'information, elle a bien été enregistrée? Déjà, est-ce que ce que j'ai envoyé, ça a bien été reçu par la marque? Est-ce que je vais vraiment avoir mes 20% de réduction? Est-ce que je vais vraiment avoir mes 10 euros? À quoi je peux m'attendre? Donc, un rappel que la confirmation d'inscription, c'est quand même une bonne pratique. Donc là, 2 exemples d'emails. J'avais dit qu'Adidas, je les citerai, c'est vrai qu'ils font des choses assez sympas. Tu fais partie de l'Adi Club. Rappel de ce que permet cet Adi Club. Voici la réduction de 20%. Si on continue sur le dessous du mail, on a le code barre pour passer en magasin. Il y a aussi d'autres rappels, mais je n'ai pas pu les mettre parce qu'on n'avait pas assez de place. Idem, dans un domaine tout à fait différent. Hein. Bienvenue chez Damar. Ben voilà, ça y est, je me suis inscrit chez Damar. J'ai mes 20% avec le code. J'ai les avantages exclusifs. J'aurai accès à des ventes privées. Je suis rassuré. Damar m'a bien enregistré. Je suis membre. Impeccable. Voilà, s'il y a quand même quelquefois des doutes sur certaines marques, est-ce que ma demande a bien été enregistrée, pourquoi je reçois une confirmation une semaine après mon inscription, etc. Des points de vigilance à avoir. Et pour finir, du coup, je vous ai fait un petit récap, mais je vais paraphraser. Donc, les enjeux, si on veut synthétiser, pour le point 1, collecte, donc bien évaluer ses objectifs, gérer le niveau de pression des messages. Voilà, est-ce que je vais inciter fortement, je vais demander un niveau de détail assez poussé ou pas. Incitation à l'inscription, la promesse marketing, je viens d'en parler, je n'en parle pas. Proposer rabais, frais de port gratuits, avantages. Voilà. Il y a toute une palette. On a couvert qu'une partie. Hein, ce frais de port, par exemple, c'est qu'on n'a pas, je l'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné d'exemple. Et les bonnes pratiques. Vous l'avez vu, hein, c'est celle à retenir. La principale, c'est respecter scrupuleusement le RGPD. Et évidemment, nettoyer, standardiser les données. Voilà. Donc, bonne collecte. Et à vos questions. Super, merci beaucoup Alex, c'est hyper intéressant. Et je me pose une question, et c'est une question qu'on a eue aussi sur les questions, c'est que j'ai l'impression que souvent les équipes sont face à un peu un paradigme, c'est-à-dire que on a envie de collecter proprement ces données pour avoir des données qualitatives. Et en même temps, on se dit, est-ce que si j'en demande trop, je ne vais pas collecter moins de data et du coup, en fait, que certaines personnes s'arrêtent un peu dans ce tunnel de conversion vers la collecte de données, de se dire, je vais déjà connecter tout seul un email, je vais commencer par ça. J'ose pas trop en demander. Si j'en demande trop, je risque d'avoir moins de données d'email. On voit ce que tu disais sur certaines pratiques qui ont eu lieu pendant le Covid, où en fait, un email, c'est bien, mais s'il est mal collecté ou s'il est trop vieux, en fait, c'est pas un email qui a beaucoup de valeur. Je ne sais pas si tu as des exemples ou des bonnes pratiques pour peut-être encourager le fait que, est-ce que c'est vrai que si on demande plus d'informations, on collecte moins de données? Est-ce que c'est une crainte, tu penses, qui est justifiée des annonceurs de se dire, je vais demander que l'email parce que si je demande trop de données, je risque d'avoir moins de collecte? Je ne sais pas quel est ton avis un petit peu sur ces craintes que peuvent avoir les annonceurs. La question, elle revient effectivement régulièrement. Est-ce qu'il y a des études? Non. Alors, je prends peut-être certaines marques, mais en tout cas, on a échangé avec elles. On fait des A/B testing en disant, tiens, je vais d'un côté demander email et de l'autre côté, je vais rajouter nom, prénom et, je ne sais pas, une adresse postale, par exemple. Donc, évidemment qu'on pense qu'il y a une déperdition. Il y a quand même l'enjeu principal, c'est dès qu'on arrive sur du très perso. La date de naissance, par exemple, elle est quand même assez discriminante.
On se doute que potentiellement, on va m'offrir un cadeau pour un anniversaire, etc. Mais là, on rentre dans une sphère très personnelle. Oui, puis j'imagine que le risque, c'est que les gens qui remplissent une donnée qui ne soit pas forcément vraie non plus pour se dire sur la date de naissance. On voit beaucoup d'exemples dans 1900, les gens qui sont nés en 1900, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Oui. Il y en a plus dans les bases de données qu'en vrai, je pense. Tout à fait. C'est vrai que c'est obligatoire, forcément. C'est pareil pour le numéro de téléphone, hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas. J'imagine c'est un cas aussi que tu as en tête, mais quand on le demande de façon obligatoire et qu'on n'a pas envie de le donner, on mettra 06 06 06 06 06 et ainsi de suite. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Je peux peut-être pour rajouter un petit élément, je pense qu'il y a dans toutes les bonnes pratiques, les exemples que tu as partagés, il y a un exemple que j'ai trouvé particulièrement frappant, c'est que c'est sur la collecte des emails pour les opt-ins sur les newsletters, le fait de montrer quelles sont les typologies d'emails qu'on va recevoir. Nous, côté Tiny on est plus spécialisé dans l'emailing et CRM, donc on aborde plus cette partie-là avec nos clients. C'est vrai que c'est des choses que j'avais personnellement jamais vues. Je ne sais pas si dans l'audience, s'il y a des gens qui le pratiquent déjà ou qui l'ont déjà vu, mais ça me semble effectivement une pratique qui est hyper vertueuse parce que du coup, les gens s'abonnent en sachant à l'avance ce qu'ils vont recevoir, et puis ça veut dire qu'ils ont aussi envie de recevoir ces emails et que du coup, derrière, en termes de performance, l'enjeu de la collecte de ces données, c'est de savoir comment est-ce qu'on va les exploiter derrière. Mais du coup, si on a souscrit en ayant envie de recevoir les emails, ben, on a plus de chances d'ouvrir, de cliquer, de les consulter. Donc, je pense que... Tu fais bien d'en reparler parce que du coup, on va vraiment rechercher les marques commerciales. Je crois qu'il y en a une ou deux qu'on avait vu il y a quelques années qui faisaient ça. Ça, les retrouver et te passer les noms. Avant de conclure, je veux juste regarder si on a d'autres questions. J'en ai pas qui n'ont été posées. On peut rester connecté encore une petite minute ou 45 secondes si vous avez des questions qui arrivent en live. On est là avec Loïc pour y répondre. J'espère en tout cas que vous avez trouvé ça intéressant et que ça va enrichir du coup vos pratiques. On était aujourd'hui sur le 3e webinaire de cette série du First Party Data Summit. Le prochain a lieu mercredi prochain à la même heure avec Zeta et Renaud, avec le directeur, le Head of Data et Digital Performance de Renaud qui vont nous faire un témoignage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera le 4e de cette série de 5 webinaires et le dernier sera la semaine suivante avec Sarenza qui racontera son expérience en tant qu'annonceur sur plutôt des pratiques sur l'emailing et sur CRM. Merci beaucoup à tous. Je regarde une dernière fois. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Loïc. C'était vraiment hyper enrichissant et intéressant. Tout le monde recevra le recording de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces bonnes pratiques et éventuellement à partager vos retours. Je pense à Loïc directement sur LinkedIn, par exemple. C'est toujours enrichissant de savoir comment les personnes ont perçu ces différents conseils et bonnes pratiques. Et s'ils ont des questions, j'imagine que tu seras ouvert à toutes ces questions. Ouais, merci à vous. Merci à Tiny Close pour l'initiative et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Bonne journée tout le monde.